Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv. Comme d'habitude, un grand bonjour à la modération, à la régie, évidemment à tous les métanautes connectés, tous ceux qui nous regardent, GG, SR, vous savez, ils sont nombreux, ceux qui se font mal aux oreilles à chaque fois qu'ils écoutent cette émission et pourtant qui continuent à regarder. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, bienvenue à vous pour cette libre antenne spéciale Bisso entre nous, comme d'habitude, pour une émission spéciale actualité, libre antenne, c'est-à-dire consacrer la première partie, on va parler de la France, en deuxième partie de l'international, et puis troisième partie freestyle, hein, comme d'habitude. Donc voilà, je suis comme vous, j'observe, je suis dans la campagne à fond la caisse, je sais que vous aussi, vous êtes à 400%, hein, si j'ose dire, parce que quand on voit les batailles acharnées sur les réseaux sociaux entre les courants, hein, alors j'avais fait une émission spéciale justement patriote, parce que, pour vous dire, essayer d'un peu de rassembler les patriotes, hein, à défaut d'eux au moins, de dire, bon attendez, vous voulez tous, vous avez un objectif, c'est sauver la France. Alors bon, au moins, essayez de vous asseoir autour d'une table. Le CNR, c'était un peu ça, parce que le CNR, je rappelle, hein, il y avait des cagoulards et il y avait des communistes. Hein, a priori, c'était quand même pas la même tendance politique, et pourtant, ils ont réussi à s'asseoir autour d'une table. Visiblement, c'est plus difficile de parler sur un fil de discussion Facebook ou sur Internet plutôt que d'essayer de converger. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même essayer de vous motiver pour comprendre que, voilà, de toute façon, la situation, elle est grave. On est dans une situation, vous l'avez bien vu, la France, pour moi, il est évident que cette élection, elle va être assez déterminante pour notre avenir. Si on a Macron, on basculera vers le fédéralisme européen le plus total et le plus dévoyé comme on l'a jamais connu. Et si on a un autre président, on peut espérer que ce soit un président, en tout cas, un peu plus patriote, en tout cas qui pense un peu plus à l'intérêt de la nation française. Donc Macron, vous l'avez vu en plus cette semaine, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a stupéfait depuis ces derniers jours, c'est d'entendre les déclarations successives. Donc Valls, Fillon, Macron sont tous compatibles. Hein, ça, donc, bon, on le savait, mais là, c'est clairement affiché, quoi. Le jeu est en train de se jouer devant nous. On a un Fillon qui nous dit, oui, je peux parler avec Macron, et puis Valls, je peux parler avec Fillon, etc. Donc là où ces gens se présentent toujours avec des antagonismes et des contradictions, on voit bien qu'ils sont tous dans le même moule, qu'ils sont tous compatibles, ils pourraient presque former un espèce de grand parti unique ou ils seraient tous au même gouvernement, ça leur poserait aucun problème. Donc comme quoi les fameuses contradictions ne sont pas si évidentes. Hein. On dit j'ai l'air zen, oui, normal, ce soir, un peu zen, forcément, tu vois, je prends du recul par rapport à tout ça, parce vous êtes quand même dans un acharnement tous d'espèces de mélange d'envie, de colère, de haine, et je trouve des fois un peu de manque de recul et d'objectivité. Alors c'est normal, tout le monde soutient sa chapelle, hein, on est revenu à la guerre des chapelles, alors dès que vous dites quelque chose, c'est interprété par l'autre différemment. Si vous dites j'aime le bleu, ah t'aimes pas le rouge. Enfin bon, c'est un peu, des fois ça manque un peu comme ça, je trouve, de finesse, en tout cas de subtilité dans l'analyse. Et justement ce soir, on va essayer d'en parler un peu justement de cette finesse et de cette analyse. Bon alors, je suis comme vous, j'ai découvert que la Guyane était une île, Cayenne était une île, bon. Après, on m'a dit, oui, mais il y a la presqu'île de Cayenne. Ouais, enfin, je précise, à titre personnel, moi j'ai vécu en Guyane, je connais très très bien la Guyane. Oui, enfin, Cayenne n'est pas une île, on me dit une presqu'île. Une presqu'île gigantesque, hein, alors à ce moment-là, parce que oui, évidemment, il y a deux fleuves de l'autre côté, c'est un peu une espèce de ville un peu comme ça, entre deux fleuves, deux grands bras de mer. Mais oui, une île, bon, c'est pas tout à fait, non, c'est pas une île. Là, grand bonjour à tous nos amis guyanais, qui, on en parlera aussi, sont dans une situation catastrophique, mais qui est la conséquence, évidemment, de plein de choses, de plein de décisions qui ont été prises depuis. Et puis la Guyane, ça a toujours été un peu le département délaissé. Hein, ça a toujours été le département oublié. Hein, de moi-même, quand j'étais en Guyane à l'époque,
c'était un département où il n'y avait pas encore des moyens aussi, par exemple, développés qu'aux Antilles, qui étaient juste à côté. Hein, les Antilles, elles apparaissaient comme, je sais pas, c'est la Côte d'Azur, quoi. Hein, et puis, vous allez en Guyane, il y avait des routes défoncées. Je veux dire, à l'époque, faut se rappeler, quand ils ont commencé le centre spatial guyanais à Kourou, donc Kourou, c'est 60 km de Cayenne à peu près, il y avait, la fusée Ariane mettait plus de 20 heures pour faire la route, parce que la route était défoncée. Je dis, quand je dis une route, vraiment, c'est parce qu'on ne peut pas... On peut pas avoir un autre mot, mais c'est honteux, évidemment, pour un département français. Et puis, il y avait des pénuries constantes, etc. Donc la Guyane était un territoire un peu oublié, et il semble que, finalement, il n'y a pas eu de grands investissements. En tout cas, tout ce qui avait été promis aux Guyanais depuis... maintenant des années, puisqu'il y avait un plan déjà Hollande, puis à chaque fois on nous l'a refait avec l'outre-mer, hein, puisque vous savez très bien que l'outre-mer représente une manne électorale, hein, si on peut dire, si on peut parler comme ça, et donc du coup, voilà, il faut absolument que ces gens-là soient de votre côté. Donc quand vous allez là-bas, ils vous font tous des belles promesses, etc. Et puis on adore l'outre-mer. Puis une fois l'élection passée, hein, on a éteint la biguine et on a rangé les acras ou le bouillon d'Awara pour les Guyanais. Et puis là, c'est terminé. La Guyane est revenue aux oubliettes. Ce qu'on reproche évidemment à la politique qui a été menée en Guyane, c'est de s'intéresser évidemment qu'au centre spatial, qui est hautement stratégique. Hein. Je rappelle que c'est le centre spatial d'ailleurs de Kourou, et comment dire, la base de lancement, en tout cas spatiale, la plus proche de l'équateur, donc la mieux placée. Il faut le savoir, en plus, c'est mieux placé que Cap Canaveral ou Baïkonour. Hein. Vous avez remarqué que tout ça est au sud, évidemment, à chaque fois des pays. Et ben nous, on a celle qui est sur l'équateur, qui est, paraît-il, la version la plus adaptée pour pouvoir envoyer des choses dans l'espace. Alors évidemment, sauf pour les partisans de la Terre plate. Là, ils vont avoir un problème avec l'équateur et tout, machin. Mais bon, après, en tout cas, la Guyane, hein, on va rester dans les versions officielles, c'est sur l'équateur, et donc forcément, c'est hyper bien placé pour la conquête spatiale. Donc il y a eu un intérêt hautement stratégique pour la France. Malheureusement, le reste du territoire a un peu été laissé à l'abandon. Alors la Guyane, c'est énorme. Attention, la Guyane, c'est 3 fois la Belgique, hein, quasiment. Il faut se rendre compte quand même de la taille du territoire. La Belgique, c'est 30 000 km². La Guyane, c'est 3 fois plus. Et en plus, c'est couvert par une énorme forêt amazonienne, hein, la forêt dense. D'ailleurs, une spécificité de la Guyane, alors je ne sais pas si c'est toujours en vigueur, mais je pense que oui, afin de préserver les modes de vie des Indiens, puisqu'il y a des communautés d'autochtones, hein, donc des Indiens, c'est le mot, hein, c'est des communautés d'Indiens, donc on a tracé une ligne, une espèce de ligne qui coupe la Guyane en deux, et pour laquelle justement on a limité les contacts, on va dire, avec le monde européen. Donc, il faut des autorisations préfectorales et tout. Vous ne pouvez pas comme ça vous balader partout. Seulement, la Guyane regorge de certaines richesses, en particulier de l'or. Donc, on sait qu'il y a énormément de mecs qui viennent du Brésil, qui installent des camps de fortune dans la forêt. Puis c'est vraiment le camp de fortune avec, vous savez, comment dire, des cabanes comme ça, comme on dit, au fin fond des Matitis, avec des prostituées, des machins, le petit commerçant et compagnie. Sauf que tout ça dégrade l'environnement, puisque ces gens, vous savez, ils utilisent du mercure pour trouver l'or, les fameux orpailleurs. Mais tout ça, ça se déverse dans les rivières, on tue la faune, enfin bon. C'est une situation qui est assez catastrophique, en fait, pour la Guyane. Quand on a ce territoire qui est immense comme ça, bah, il devrait avoir des moyens aussi beaucoup plus grands. Spécificité de la Guyane, c'est évidemment d'être une terre continentale, hein, évidemment, là, je reviens sur une petite pique sur Macron, mais c'est normal, puisqu'il a dit, oui, est-ce que mes détracteurs sont allés autant de fois que moi en Guyane? Alors là, pour le coup, moi, j'ai toute légitimité, j'y suis allé bien plus longtemps que lui, j'y ai vécu, donc je ne vais pas me gêner. Et je peux vous dire que oui, la Guyane, c'est assez fantastique. Il y a une flore, une faune voilà, débordante. Il y a la majorité de la population, évidemment, qui habite sur les côtes. Préfecture, c'est Cayenne, la grande ville. Puis il y a tout un tas de villes comme ça aussi sur la côte. Il y a une grande ville aussi qui est très connue à la frontière avec le Suriname, qui s'appelle Saint-Laurent-du-Maroni,
qui était d'ailleurs là où arrivaient les bagnards. Hein. La Guyane, elle a cette sale réputation pour le bagne. Hein, évidemment, avec le célèbre papillon. Alors aujourd'hui, c'est remis en cause. On est dans une époque, c'est assez incroyable. Alors moi, je suis allé visiter la prison de Papillon, évidemment, en Guyane. Vous savez qu'il y a la fameuse île du Diable, hein, avec les fameuses îles du Salut, qui sont au large de Kourou, avec donc ce sont des petites îles. Et justement, il y avait un bagne dessus. Je veux dire, pour s'échapper de là-dedans, c'est vrai que... Alors déjà, vous êtes en Guyane, mais vous êtes sur une île. Ah ouais, ça va être très très compliqué. Donc c'était des conditions évidemment extrêmement difficiles pour ceux qui partaient en Guyane. Donc la Guyane, un peu comme la Nouvelle-Calédonie, bénéficie d'une réputation un peu qui la précède dans notre histoire, qui n'est pas forcément à sa gloire. Et bien heureusement, il n'y a plus de bagne. Hein. Alors certains regrettent, on m'a dit des fois, oui, peut-être remettre le bagne, ça ferait du bien à certains. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, le bagne, c'était quand même quelque chose d'assez horrible. Et donc, ces bagnards, mais ces bagnards, vous savez, en plus, ils ont bâti la Guyane. Hein. Pour beaucoup, c'est eux qui ont construit les routes, etc. On a utilisé, en fait, cette main-d'œuvre aussi hein, à des fins d'aménagement, à des fins de construction. Ça, c'est la réalité historique. Et donc, cette Guyane un peu délaissée avec ces Guyanais, donc très loin, parce que la Guyane, c'est quoi? C'est plus de 7000 km hein, de la France. Faut y aller en avion. Hein. Il doit y avoir quoi, 4 ou 5 heures, ouais, 4 heures de décalage, il me semble bien, avec la Guyane. Donc, voilà, c'est une terre, voilà, très très loin. On me dit Papillon, bon film, oui. Peut-être il paraîtrait, alors parce que ça a ressorti que tout ça serait faux, que ce serait un Français qui serait allé aux États-Unis, puis qui aurait inventé l'histoire. Enfin bon, difficile de savoir. C'est vrai que quand vous allez à l'île du Salut, aux îles du Salut, vous avez beaucoup de mal à imaginer effectivement qu'on ait pu s'en échapper par un espèce de radeau avec des faits de branches et de feuilles. Hein, sachant que je vous dis, vous êtes quand même assez loin de la côte, et c'est une île qui est truffée de requins. Ça, c'est très très connu, énormément de requins tout autour, puisque vous saviez, quand on se débarrassait des corps, on sonnait la cloche, et on jetait les corps à la mer, et les requins arrivaient, à tel point que moi-même, quand j'ai été visiter cette île, eh ben, j'ai vu des requins qui sont encore à l'endroit d'une espèce de ponton comme ça qui avance dans la mer, où on jetait les corps. Donc vous voyez que c'est très très connu. D'ailleurs, les îles du Salut, il est déconseillé fortement de se baigner. Alors je ne sais pas si c'est encore le cas, hein, parce que les choses ont peut-être changé, mais à l'époque en tout cas, il était très fortement déconseillé de se baigner à cause de ces attaques de requins, à tel point que les bagnards avaient construit un endroit sur l'île, hein, sur la grande île, avec donc des pierres, etc., pour empêcher évidemment les requins, et c'est la plage de l'île où on vous suggère de vous baigner. Par contre, dans les autres endroits, on vous déconseille fortement. Donc c'est vrai que l'histoire de Papillon, voilà, petite parenthèse, mais quand vous voyez les lieux, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, bon, c'est vrai que le mec qui s'est échappé là-dedans, il était vraiment très très fort en tout cas, hein, parce que il faut avoir du courage. Et en fait, ceci dit, voilà, la Guyane, ça reste, comme je vous dis, un grand territoire, ancré sur le continent, il fait frontière avec le Brésil, le Suriname. Donc vous imaginez que en fait les gens arrivent à pied, hein, puisqu'ils traversent donc des fois le Suriname, la Guyana, où ils arrivent d'Haïti, ils peuvent arriver du Venezuela, du Brésil, ils arrivent absolument de partout. Et elle se retrouve face à une situation apparemment qui devient intenable d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue social, du point de vue des infrastructures, débordée par le nombre de gens. Voilà, on est dans des classes surchargées, il n'y a pas assez évidemment de professeurs. Les hôpitaux, alors, les hôpitaux, il paraît qu'ils sont absolument aussi débordés. Hein. Il y avait déjà ce problème à l'époque, donc si la situation a empiré, bah, j'imagine qu'aujourd'hui, ça doit être vraiment catastrophique. On sait que la maternité de Saint-Laurent-du-Maroni est littéralement assaillie hein, par les migrants, oui, c'est le terme, qui arrivent voilà, et qui veulent accoucher en France afin de bénéficier évidemment de toutes les garanties sociales que la France peut offrir. Donc il y a une situation explosive, les Guyanais n'en peuvent plus, il y a des meurtres et des braquages, on a la peur au ventre apparemment. Moi j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent oui, bah, en Guyane il y a tellement d'insécurité, on a peur pour sortir, pour aller se balader, on a peur de se faire braquer, voilà, il y a une violence assez permanente. Donc les Guyanais ils en ont marre. Donc c'est pour ça qu'on a vu apparaître ce collectif hein, qu'on appelait les 500 frères. Alors bon...
moi, je ne sais pas tout de ce collectif, j'ai essayé de me renseigner. Apparemment, ce seraient plutôt des gens de la société civile qui se rebellent contre cette situation. Alors, ils ont volontairement couvert leur visage, ce qui fait évidemment paniquer le pouvoir, parce que quand vous voyez arriver des gars cagoulés comme ça, bon, bah, les gens, ils sont un peu... ils commencent à avoir très très peur, c'est un peu logique, mais ces fameux 500 frères, ils semblent quand même avoir des intentions relativement louables. En tout cas, alors j'ai vu que c'est vrai qu'ils ont mis la pression au gouvernement, puisqu'ils ont dit oui, ils viennent, ouais, on va pas parler avec eux, etc. Bon, les échanges ont été très 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 tendus. Il y a eu 2 ministres qui ont été envoyés, vous l'avez vu, c'était Fekl, donc le Matthias Fekl, le nouveau ministre de l'Intérieur, hein, celui qui a remplacé Leroux, et puis c'est Erika Barrex, enfin voilà, un nom très difficile à prononcer, et qui d'ailleurs hier nous a tous stupéfaits en présentant ses excuses au peuple de Guyane. Alors, certainement excuses qui ont été acceptées en Guyane, mais qui ont gêné en France en se disant, mais attendez, c'est quoi ces excuses, quoi? Surtout au peuple de Guyane, à la limite, on pourrait dire, alors à la limite, aux Guyanais, mais le fait d'avoir mis le peuple de Guyane, ça a signifié qu'il y avait donc un peuple de Guyane qui n'était pas le peuple français. C'est un peu bizarre déjà je trouve, dans l'approche, dans la mesure où ces gens, justement, veulent être considérés comme des Français et avoir le même standing que n'importe quel département français. Mais bon, le fait de considérer déjà qu'il s'agit d'un peuple à part entière, demain on parlera peut-être d'un peuple corse, on en parle déjà, d'un peuple breton, d'un peuple alsacien, d'un peuple savoyard, d'un peuple... Bon, c'est un peu, je trouve, un espèce de, quand même, de retour en arrière, quoi, par rapport à cette notion. Après, les excuses, bon, c'est vrai que voilà, c'est les différents gouvernements qui ont... Est-ce que c'est l'État français au sens profond? Oui, c'est un peu délaissé, c'est vrai. Alors, est-ce que la France a délaissé la Guyane? Certainement. Elle a pensé, voilà, dans les intérêts, ce qui nous intéresse, c'est la partie Kourou, le centre spatial. Le reste de la Guyane, peut-être, ne présentait moins d'intérêt stratégique. Or là, la situation paraît quand même assez explosive. Puis à chaque fois, on nous a fait le coup. Apparemment, il y a eu, quand il y a le président qui se déplace, on envoie des escadrons de gendarmes mobiles, etc., en renfort. Mais une fois qu'ils sont partis, bah, les escadrons rentrent et le bordel redevient bordel. Donc ça, c'est un peu gênant. Donc la situation des Outre-mer, bon, elle est un peu différente. Il y a une situation comparable à Mayotte, hein, on le sait. Hein, les Mahorais aussi font face à une immigration pareille, venue des Comores, venue des autres îles, venue du continent africain. Et pour les mêmes raisons d'ailleurs, puisque Mayotte étant maintenant devenu un département d'outre-mer, il n'avait pas ce statut-là encore, hein, je ne sais plus exactement la date, mais c'est il n'y a pas très très longtemps, c'était notre 101e département, si je m'abuse. Et donc le Mayotte, pareil, soumis à une pression migratoire assez incroyable. Et là, moi j'étais assez étonné d'entendre les déclarations des uns et des autres, quoi. Par exemple, quand Christiane Taubira, je rappelle, ancienne députée de Guyane, donc qui connaît très bien le sujet, a expliqué que les Guyanais de souche étaient minoritaires dans leur pays. Alors c'est étonnant que cette notion de Guyanais de souche elle puisse être admise pour la Guyane, mais alors quand vous parlez de Français de souche, vous faites défoncer, ça n'existe pas, etc. Dire, ça a même été reconnu par comment dire, le tribunal, puisque vous vous rappelez que Rouya Boutelja s'était fait attaquer pour ses propos quand elle a traité les gens de sous-chiens, puis dans le délibéré, on nous a dit, ah ben non, mais on ne peut pas dire que Français de souche est une notion qui existe. Or là, pour Christiane Taubira, visiblement, le grand remplacement en Guyane, parce que là vous voyez, c'est ça aussi l'hypocrisie, hein, quand on parle de grand remplacement, waouh, tout le monde saute sur sa chaise, mais mon Dieu, c'est raciste, c'est horrible, c'est... Hein, et puis là, tout d'un coup, une déclaration de Taubira va exactement dans ce sens-là, parce qu'elle nous dit, les Guyanais de souche deviennent minoritaires. Donc en gros, ils sont remplacés par d'autres venus d'ailleurs. Et ben ça, par contre, c'est un élément qui choque personne. Donc encore une fois, asymétrie de la pensée, vous voyez, 2 poids, 2 mesures. Quand vous parlez de la même chose liée à la France, ça c'est un gros mot, c'est pas gentil, c'est raciste. En revanche, si vous dites ça concernant la Guyane, bon bah là, non, c'est normal, c'est cohérent, et ça suscite aucune émotion, aucune polémique. Donc oui, ça c'est bien parce que ça nous démontre
que voilà, c'est extrêmement poreux et que si la France elle veut conserver son outre-mer, bah, il va falloir prendre des mesures. Et les mesures concernant les lois sur l'immigration, elles doivent être aussi euh, appliquées à ces pays-là qui sont dans une situation assez singulière. Quand vous êtes en Guyane, comme je vous dis, vous avez une frontière avec le Brésil. Et puis la frontière avec le Brésil, c'est pas une frontière comme vous pouvez imaginer avec un poste frontière, machin. Non, c'est pas ça. C'est le fleuve Oyapock qui, voilà, que vous pouvez traverser, je veux dire, de l'autre côté par la forêt vierge. Alors c'est très très facile, évidemment, d'arriver jusqu'à la Guyane. Hein, pareil, de l'autre côté, vous avez le fleuve Maroni et c'est exactement la même situation. Donc c'est extrêmement difficile pour les autorités. En plus, comme je vous dis, un territoire 3 fois comme la Belgique, hein, vous vous rendez compte. Hein, donc c'est quand même énorme et qui est donc l'objet de tous ces autres peuples qui viennent chercher en Guyane, sachant que, évidemment, le niveau de vie en Guyane est bien plus élevé que ses voisins. Alors, bon, le voisin brésilien, énorme pays, mais bon, la partie du Brésil qui touche la Guyane, c'est la partie de la forêt amazonienne, hein, c'est pas Rio de Janeiro ou Sao Paulo, c'est la partie vraiment, comment dire, de partie du Brésil voilà, qui est occupée par cette grande forêt. Et de l'autre côté, vous avez le Suriname, qui est un pays plus instable, voilà, très instable, etc. Puis après, il y a la Guyana, qui est aussi pas très très stable. Et puis vous avez toutes les îles des Antilles aussi, où il y a des îles pas très très stables. Et donc, tout ce monde-là, voilà, va chercher la stabilité et un confort de vie en Guyane. Seulement, les Guyanais sont submergés, dépassés. Et ils demandent à ce qu'on prenne des mesures et claires. Alors j'ai même vu le NPA de Guyane qui qualifiait ces 500 frères comme proches de l'extrême droite. Donc quand vous voyez la tête des gars, les 500 frères, c'est marrant, mais bon, parce que les 500 frères, bon, l'extrême droite, je veux bien, mais en fait, simplement parce qu'ils ont des revendications qui, si elles sont, comment dire, si elles étaient portées par des Français, seraient vues comme des horribles fascistes, des horribles racistes et tout ce qui s'ensuit. Il y aurait tout le cortège de istes qui va avec, parce que ce sont forcément des gens qui viennent et qui s'installent et qui sont des clandestins. Et donc, c'est ce qui a fait monter la délinquance, c'est clair. Il y a des braquages constants, il y a un nombre d'homicides incroyable. Ils s'en plaignent. D'ailleurs, 500 frères, j'ai vu qu'ils s'étaient montés, qu'ils avaient un point commun, ils avaient tous perdu des gens, etc. Donc, ils en ont eu marre, ils ont tapé un coup sur la table. Je pense que ça a fonctionné. Quelque part, il se passe quelque chose. Alors, on est dans une période, j'avoue, électorale. Ils ont raison, après tout, mettre la pression aux candidats au moment où on arrive dans cette période-là, pour qu'il y ait enfin une vraie politique d'outre-mer. Hein, une vraie politique d'outre-mer en France. Et ça veut dire quoi, une vraie politique d'outre-mer? Ça va passer forcément par des investissements, mais aussi par voilà, se doter d'infrastructures et se doter enfin de frontières, hein, des frontières qu'on va garder un peu, qu'on va essayer de maîtriser, parce que c'est invivable sinon pour les gens qui sont dans ces territoires-là. C'est le problème, je vous dis, à Mayotte, c'est le problème en Guyane, hein, ils ont aussi des problèmes à La Réunion, et apparemment aux Antilles aussi ça commence. Donc voilà, il y a des problèmes partout, et c'est à chaque fois le même problème, mais on n'ose pas y répondre, alors on parle politiquement correct. Et puis là, pour le coup, qu'on ne vienne pas nous faire le coup du racisme et du machin, puisque là, ce sont des Guyanais qui, je rappelle, sont essentiellement noirs, donc face à quoi? Des Brésiliens, des Surinamiens, qui eux aussi, bien souvent, sont noirs. Donc voilà, comme ça, hein, les histoires de racisme, machin, non, c'est des Guyanais qui veulent vivre en paix dans leur petite Guyane, la Guyane qui pourrait être un petit paradis finalement, hein, voilà, un petit paradis. Alors c'est en plus, je vous dis, c'est assez, la Guyane, c'est fascinant, avec la grande forêt amazonienne, les jaguars, les toucans, les serpents, tout ce que vous pouvez avoir comme une faune incroyable, une flore incroyable. Donc c'est un territoire qui devrait être vraiment mis en valeur. Donc j'espère bien que les Guyanais vont trouver une issue positive, parce que voilà, ils méritent. Et c'est vrai que c'est un peu comme la Nouvelle-Calédonie dans les années 80, qui avait connu des grands troubles pour les mêmes raisons, avec une population. Alors, bien qu'en Nouvelle-Calédonie, il y avait un conflit communautaire, clairement, entre les Kanaks, les Caldoches, qui étaient les descendants des Européens. Un peu moins en Guyane, bien qu'il y en ait aussi. Hein, il y en a. Il y a aussi des descendants d'Européens, des anciens bagnards, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais quand vous étiez un bagnard,
que vous avez terminé votre peine en Guyane, bah, figurez-vous qu'on ne vous payait pas un billet retour. Donc, faut s'imaginer quand même, au 19e siècle, au début du 20e, je peux vous assurer, c'était très compliqué de revenir en France. Donc, du coup, c'était une façon de mener une colonisation de force en faisant venir des prisonniers qui, inexorablement, étaient destinés à y rester définitivement. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore quelques-uns de leurs descendants, de toute façon, qui sont en Guyane. Mais la Guyane, d'ailleurs, un peu mosaïque de peuples, parce que vous avez ces peuples autochtones, donc les peuples d'origine indienne, vous avez ces peuples venus d'Europe, évidemment, ces descendants d'origine européenne, puis vous avez en plus, évidemment, les descendants des esclaves, donc les Noirs africains qui sont là, et puis on a fait venir aussi à un moment donné des Indiens, il y a des communautés chinoises, il y a des communautés cambodgiennes, c'est un peu une mosaïque, il y a les fameux... il y a deux ethnies aussi, les Boni, les Saramaka, qui sont les espèces de nègres marrons, sont ceux qui fuyaient comment dire, les plantations d'esclaves et qui sont allés se réfugier dans la forêt en trouvant refuge auprès des Indiens et finalement pour former à leur tour une communauté à part. Donc ouais, la Guyane, c'est assez singulier quand même comme terre et ça mérite largement qu'on s'y intéresse de plus près. Et les Guyanais qui méritent un peu comme les autres de vivre dans un département avec les infrastructures et tout ce qui est nécessaire pour eux. Voilà. Donc tous les candidats, je pense, de toute façon, ils vont finir par se pencher sur ce problème-là. Ils vont nous parler de l'outre-mer. Bon, on verra ce qui va en sortir. Hein, en tout cas, Macron, bon, j'espère qu'il aura révisé sa géographie d'ici là. Après, je suis comme vous, j'ai observé, j'ai entendu les discours. Alors, je vais saluer certains discours. En particulier, j'ai entendu, comment il s'appelle, le discours de François Asselineau à la FNSEA et devant l'Association des maires de France. Il a excellé, comme d'habitude. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît ses dossiers, il sait de quoi il parle. Je pense qu'il a, d'ailleurs, il a été très bien reçu. Hein. Alors, ça n'a pas été remarqué dans les médias. Ça, c'est assez extraordinaire quand même. Hein, on a relevé de l'événement, de nous dire oui, les candidats sont venus, puis on ne vous en cite que 2-3, mais on vous dit oui, il y avait 7 candidats, on ne vous cite pas qui est venu. Hein, alors voilà, alors que le discours d'Asselineau, je pense, a été assez performant, surtout pour expliquer, ça, il le répétera, et ça a été martelé, mais il faut toujours le marteler encore, parce que c'est l'argument qui est sans cesse donné dans les médias, et là je trouve que c'est un foutage de gueule. Clairement, hein, c'est une fumisterie, c'est sur la PAC, la politique agricole commune, où on vous explique à chaque fois, ah mais mon Dieu, comment la France va faire si elle sort de la PAC, et comment la France va faire, et à qui elle va donner, comment dire, où est-ce qu'elle va trouver des bouchées pour son agriculture. Alors déjà, la PAC, ça c'est la première escroquerie, puisque la PAC c'est notre argent. Quand vous comprenez comment fonctionne l'Union européenne, vous avez bien compris qu'on leur file du fric, ils nous refilent du fric, dedans il y a la PAC, donc ça veut dire que notre fric, le fric qu'ils nous donnent, c'est notre fric, hein, en gros. Donc en gros, l'argent, on l'a déjà. C'est donc ceux qui vous expliquent à chaque fois dans les médias, mais à chaque fois, il y a une propagande sur cette affaire d'agriculture, qui est incroyable. Soit ces gens sont complètement ignorants, hein, là, c'est plutôt grave pour quand même, des journalistes qui doivent un petit peu se renseigner. Hein. Moi, je ne me prétends même pas une journaliste, vous voyez, je ne le prétends même pas, mais au moins avoir cette information. Et ensuite, ne pas carrément mentir, parce que là, on est dans le mensonge. Quand on dit, ah bah oui, mais attention, les agriculteurs, quand ils sont contre à ce qu'on enlève la PAC, parce que les subventions, ça leur sert bien, et puis si on sort de l'Europe, on n'aura plus de subventions. C'est pas ça, c'est faux. Si on sort de l'Europe, les subventions, elles seront toujours là. Sauf qu'au lieu d'être données via l'Union européenne, ce sera le ministère de l'Agriculture qui pourra les distribuer. Mais l'argent, c'est le nôtre, il est là. Hein, ça c'est un mensonge de dire qu'il n'y aura plus d'argent. C'est faux, faux, faux. Donc ça, il faut vraiment casser ce mensonge parce que c'est quelque chose qui répète à longueur de temps. À chaque fois qu'on a entendu quelqu'un s'exprimer sur la question de l'agriculture, il vous sort cet argument qui n'en est pas un. Donc ça, voilà, je trouve que c'est vraiment fallacieux. Et ça a été bien démonté, voilà, par, je trouve, Asselineau devant la FNSEA qui a brillé. D'ailleurs, c'est là qu'on a vu même, et là, je vous le dis, c'est vrai, hein, je le dis aux marinistes, les faiblesses de Marine sur ce dossier-là, hein, parce que pas super clair, hein, c'est pas sur quel pied danser, entre guillemets, hein, c'est ça le problème avec, je trouve,
le Front National, c'est qu'on a un Philippot d'un côté qui est un anti-européen, Union européenne fervent, qui vous explique il faut sortir de l'Union européenne, on va y aller, ouais, moi je suis contre, etc. Je veux dire, toutes ces interventions, elles sont basées là-dessus. Et puis, il y a Marine, des fois, ouais, j'y vais à reculons, je sais pas. Voilà, manque aussi, c'est vrai, peut-être une forme de compétence sur ces dossiers-là, hein, c'est pas, c'est à remarquer, mais voilà, c'est pas clair, c'est pas tranché, voilà. Sur ces questions-là, on voit bien que sur les questions de l'Union européenne, alors peut-être il y a deux tendances, stratégie politique, parce que c'est vrai que le Front National, il essaye de récupérer à la fois ceux qui sont contre l'Union européenne et ceux qui sont aussi pour, parce que dans leur électorat, tout le monde n'est pas contre, parce qu'on le sait, particulièrement les gens âgés, voilà, c'est pas leur faire offense, mais ce sont ceux qui ont plus connu ces répercussions de la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour eux, le principe de l'Union européenne, c'est le principe qu'on arrête les guerres. Hein. Au-delà, alors après vous allez leur parler l'article 63, l'article machin, 103, traité de Maastricht. Oui, ils vous disent, oui d'accord, c'est bien beau tout ça, mais nous, on s'est foutu la gueule avec les Allemands, sur la gueule avec les Allemands, et voilà, on ne veut plus ça. Donc pour peut-être certainement ne pas effrayer sa base, je sais pas, une espèce de compromis, mi-figue, mi-raisin, comme on dit, mi-chou, voilà, on ne sait pas trop, donc c'est peut-être comment dire, cette stratégie pour laquelle ils ont opté, avec une Marine Le Pen qui laisse un flou, et puis un Philippot qui est plutôt à l'offensive. En tout cas, j'espère que le débat le débat de mardi d'ailleurs, qu'on pourra suivre en direct, je vous l'annonce, eh ben, lui sera au moins remettre les choses en place. Hein, d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai adorée, une punchline d'Asselineau dans son discours sur la FNSEA. Il a parlé justement de ce débat, il a dit, mais attendez, les gens, on a vu des gens comme Mélenchon, etc., qui ont dit, oui, mais à 11, on n'arrive à rien, c'est impossible de discuter. Amis mélenchonistes, si on n'arrive pas à discuter à 11, et il a tellement raison, comment vous allez discuter à 28 hein, pour renégocier les traités, ça va être très compliqué. Ça, là, il a parfaitement raison, j'ai trouvé, il a marqué un but. D'ailleurs, il s'est fait bien applaudir par la salle à ce moment-là, parce que il y a une espèce de cohérence. Si vous n'arrivez pas à faire un débat à 11, alors imaginez d'aller négocier un traité à 28. Hein. Si le simple fait de se rencontrer 4 heures à 11, c'est compliqué, bah comment sur des mois, on va finir par se rencontrer à 28. Donc bon, c'est vraiment le truc, en tout cas, que je trouve il a vraiment marqué des points sur ce côté-là. Après, oui, on a vu, comme je vous disais, effectivement, bon, les petits chipotages, on a vu le Macron, etc. Moi, il y a des questions, en tout cas, sur le Frexit, qui me paraissent essentielles, mais des questions que, malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de les poser moi-même en direct à Célineau, mais vous pouvez le faire, et peut-être que les journalistes qui nous écoutent pourront le faire. Bah, c'est de lui demander, le Frexit, comment ce Frexit, en fait, il va s'effectuer. Est-ce que, imaginons, bon, François Asselineau, il est élu, il est président, est-ce qu'il déclenche l'article 50, donc pour dire je vais sortir de l'Union européenne tout de suite, ou est-ce qu'il fait à la britannique, c'est-à-dire j'attends un moment, puis après je déclenche, etc., je vois les choses. Bon, ça, c'est une première option. Ensuite, moi, la question qui me viendrait, c'est de dire d'accord, alors, mais pendant les 2 ans de négociation, parce que quoi qu'il arrive, il va falloir négocier. On ne va pas sortir de l'Union européenne comme on sort d'un restaurant, etc. Hein. Donc on sort, on va falloir voilà, discuter avec les autres. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant cette période? C'est quoi? C'est une période probatoire? Parce que pendant les 2 ans, en fait, le programme en question, même le programme de l'UPR, il est applicable en sortant des traités. Alors je me demande, est-ce qu'on sort des traités et on les viole, puisqu'on applique le programme, et en même temps on mène une négociation, mais ce qui est un peu bizarre, parce que on va négocier avec quelqu'un en disant, oui, de toute façon, je fais ce que je veux, je suis déjà en train de tout changer, je suis déjà en train... D'accord, bon, ça peut se faire aussi, mais dans ce cas, c'est plus vraiment une négociation. Ou alors, est-ce qu'il va falloir attendre de sortir des traités, clairement, que voilà, cette union soit consommée, entre guillemets, le divorce soit fait, pour pouvoir commencer à appliquer le programme, auquel cas, ça va prendre quand même un certain temps. Puisque déjà, dans le traité, il est prévu 2 ans hein, de négociation. On imagine, si ça se fait tout de suite, même si c'est 2 ans après, on n'imaginera pas en plus que ça puisse se faire tout de suite dans l'immédiat comme ça, mais ça mettra un certain temps. On est déjà vraiment à 2 ans et demi, on est déjà à la moitié quasiment du
du quinquennat, parce qu'il y a tout un tas de mesures qui, de toute façon, ne seront pas applicables dans le cadre des traités européens. Donc il va falloir quitter d'abord les traités, puis après appliquer le programme, ou alors on applique le programme, quand bien même on est en pleine négociation en fait de cette sortie. Donc voilà, ça c'est des questions de fond intéressantes qui n'ont jamais été posées. Parce que c'est vrai que quand il va dans les médias, on lui parle à chaque fois du Dalai Lama et de machin. Ça c'est aussi le travers. Hein, alors que c'est ça qui est intéressant, ce débat de fond, c'est comment en fait cette opération elle va se faire. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que si en plus, évidemment, on sort direct, on déclenche l'article 50, ok, on fait la négociation. Mais après, on considère qu'on est déjà sorti, donc on continue, en fait, on applique la politique, ou est-ce qu'on attend de sortir et que le divorce soit consommé réellement, juridiquement, pour appliquer le programme? Donc ça, c'est une grande question aussi que je me pose. De quelle façon tout ça peut s'opérer, sachant qu'on sait que dans le programme, un certain nombre de mesures, de toute façon, sont contraires au traité européen, si ce n'est pas l'essentiel des mesures. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans? Alors, je sais qu'il y a l'histoire des référendums. Ça aussi, ça va prendre du temps. Les référendums, j'imagine, il y en aura quoi? Tous les 6 mois, un par an? Ça va être un sacré challenge, hein, parce qu'il y a 3 référendums de prévus, donc bon, sur un quinquennat, on peut imaginer un tous les ans, parce qu'avant un référendum, il y a un débat. On ne va pas faire un référendum comme ça, on arrive, hop. Non, le référendum, il doit, à mon avis, s'organiser, voilà, il faut du temps, puisqu'il doit y avoir un débat, etc. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont très peu posées, en tout cas, qui devraient être les questions de fond qui sont intéressantes. Voilà, tout comme Marine, d'ailleurs, quand on lui dit, Marine Le Pen dit qu'elle va aller négocier, mais tu vas aller négocier quoi? Pas négocier sa liberté, parce qu'en fait, je comprends pas trop, parce que dans le programme du Front National, il est clairement établi, ça par contre, c'est clair, hein, je vais aller vérifier, je peux vous l'assurer, c'est l'article 1 de ses engagements. Elle dit qu'elle va renégocier les souverainetés. Alors, c'est vrai que c'est pas extrêmement clair, la souveraineté monétaire, bon, c'est l'euro, souveraineté économique, législative, et il y en a une 4e qui m'échappe. En tout cas, renégocier les souverainetés, puis en fonction de l'accord. Alors là, c'est pareil. Je me demande quelle est la stratégie du fond. Je lui dis, c'est pareil, je lui dis, c'est pareil, on ne va pas au fond des choses. On lui dit, ah, mais attendez, Madame Le Pen, vous dites, vous allez renégocier votre stratégie, d'accord, vous allez renégocier les traités européens, mais si l'Europe, elle accepte toutes vos conditions, vous faites quoi? Vous faites quand même votre référendum? Mais c'est un peu illogique, puisque si elle accepte de faire la renégociation dans le sens que vous voulez, quelle est l'idée d'en sortir? Vous voyez, donc c'est très ambigu, ça aussi. Et ça n'est jamais trop mis en avant par les journalistes eux-mêmes, voilà, en allant la chercher sur le fond. C'est sûr, on lui parle de ses assistants parlementaires et trucs, bon, voilà. Mais c'est ça le fond de l'affaire. C'est comment ça s'organise, c'est ça qu'on veut comprendre. Et d'ailleurs, même quand tous ces candidats, voilà, on veut sortir de l'Union européenne, pour moi, ça devrait être le fond du débat. Comment on fait, comment ça va se passer, etc. Les ressorts, voilà, parce que je vous dis, ça implique des choses politiquement. Alors, l'histoire, oui, le référendum, il est marqué. J'en dirais à l'issue des négociations, il y aurait un référendum pour lequel elle s'engage. Alors ça aussi, c'est un peu paradoxal, puisqu'elle dit, moi, si on vote le maintien, évidemment, je ne peux pas appliquer mon programme, donc je sors. Donc, ça ne sert à rien de négocier, puisqu'en fait, on part du principe que si la négociation va échouer, dans ce cas, ce n'est pas une négociation, puisque si je pense que ça va échouer d'entrée, pourquoi aller négocier? Si je pense que déjà, en allant négocier, de toute façon, ça va échouer. Ou alors, et si ça n'échoue pas? Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire. Donc là, c'est pareil. Et tous ces loups-là, ils ne sont pas levés, quoi. En tout cas, moi, si j'étais face à ces gens-là, c'est plutôt dans ce sens-là que j'irais. Pour leur demander comment ils vont faire, quoi. C'est quoi les objectifs réels et comment ils comptent s'y prendre. Parce que là, ça reste un peu flou, surtout, évidemment, plus flou encore du côté de Marine que du côté de l'UPR, mais même du côté de l'UPR, il y a des choses voilà, comme ça qui se posent. Et c'est pas une critique, hein, commencez pas, les mecs, oui, mais non, tu comprends pas. Non, hein, c'est des questions, ça se pose, non, parce que je connais, j'anticipe, hein, on sait très bien, dès qu'on fait une critique, voilà, il y a certaines franges quand même qui sautent sur sa chaise parce qu'ils n'acceptent
aucune critique. D'ailleurs, c'est même pas une critique, c'est une question. Et voilà, on peut même pas poser de questions, quoi. C'est-à-dire que poser des questions, c'est juste pour comprendre, pour éclairer. Et vous savez, des fois, en posant la question, des fois, l'interlocuteur, il n'y avait même pas pensé, et ça lui permet aussi d'avoir une réponse. Mais bon, c'est ça le principe, normalement, hein, d'un échange. Mais voilà, c'est pour ça que moi, c'est les questions que je poserais pour comprendre un peu comment tout ça va s'articuler, parce que c'est pas simple, hein, on vous dit comme ça, on va sortir, blablabla, non, on sort pas comme ça, je veux dire, hein, on sort pas de l'Union Européenne, comme je vous dis, comme on sort d'une table au restaurant, quoi, c'est évident. D'ailleurs, même les Anglais, vous avez bien vu comment ça s'est passé, ils ont voté, il y a eu un référendum, puis il y a eu un temps d'attente, hein, d'ailleurs les médias se gaussaient pendant le temps d'attente, ah mais ils sont pas sortis, ah mais ils sont pas sortis, ah mais ils sont pas sortis, puis ils ont fini évidemment par déclencher l'article 50, etc. Ils ont sorti une espèce de grand livre, le livre blanc avec un peu la méthode, voilà, les lois, ils comptent changer, adapter certains règlements, changer d'autres, etc. Donc voilà, c'est expliqué. Bon, mais là, je trouve qu'on est un petit peu dans le flou quand même, parce que même dans la période probatoire des 2 ans, comme je le dis, qu'est-ce qui se passe? Ça va être quoi? C'est soit, on va dire, imaginons, il viole les traités pour appliquer son programme, ou alors il attend la fin et le divorce soient vraiment consumés pour commencer à appliquer les programmes. Bon, ben voilà, ça, c'est des questions, en tout cas, qui se posent, quoi, au niveau du Frexit. Et puis, nous, on a la question de l'euro, en plus, que les Anglais n'ont pas eu à gérer, bien évidemment. Après, ça, c'est pareil, spéculation, mais bon, spéculation hautement probable, c'est que l'Union européenne sans la France, elle est foutue. Alors ça, c'est le grand argument des mélenchonistes, d'ailleurs. Les mélenchonistes, ils vous disent, ah ben la France, elle est tellement puissante dans cette Union européenne, elle représente tellement dans ce budget européen, par sa place, que on impose nos positions, nos vues, et puis on va faire une discussion avec l'Allemagne. Moi, je trouve ça assez quand même dégradant pour les 26 autres pays, quoi, ou 25, puisque s'il n'y a plus la Grande-Bretagne. Mais ils vont faire quoi? C'est-à-dire qu'ils se taisent, quoi. Eux, ils n'ont rien à dire. Hein. Les Italiens, les Espagnols, les Autrichiens, les Danois, les Suédois, les Finlandais, on s'en fout, quoi. Vous la fermez, vous faites ce que Berlin et Paris vous disent. Excusez-moi, on est revenu dans une Europe, hein, c'est quand même, c'est Napoléon et Bismarck, quoi. Hein, au lieu de faire la guerre ensemble, cette fois on s'allie et puis on met à l'amende tous les autres. Parce que comment les autres vont accepter les conditions unilatérales décidées par, quand bien même, Paris et Berlin, quand bien même la France trouverait un accord avec Berlin. D'ailleurs, j'ai vu le surréaliste Hamon qui disait « Ah bah mon programme avec l'Union européenne, il est applicable que si c'est Martin Schulz, vous savez, qui gagne les élections prévues en Allemagne, qui est le représentant socialiste. » Mais c'est fou d'ailleurs de sortir ça. Donc mon programme, il est suspendu en fait aux volontés et à l'élection d'une personnalité, comment dire, dans un autre pays étranger. Ça, je sais pas, ça devrait quand même être plutôt inquiétant. Je dis ça pour des socialistes. Il n'y en a pas beaucoup qui nous regardent, j'imagine. Mais quand même, les gars, enfin, je sais pas, c'est quand même assez impressionnant. Mais pour les mélenchonistes, parce que là, je sais qu'il y en a qui nous regardent. Vous savez, les mélenchonistes, hein, vous êtes entre 2 eaux. Hein, ça veut dire que, voilà, hein, vous êtes un peu entre 2 eaux. Et je comprends bien que ces mélenchonistes, eh ben, voilà, ils y croient, 6ème République, sachant que Mélenchon, il faut quand même être honnête, s'il veut appliquer son programme, il faut qu'il sorte de l'Union européenne. Lui dit, je vais aller à Berlin, je vais imposer mes vues à l'Allemagne, et si l'Allemagne, je dis, Alexis Corbière, on le voit dans toutes les radios, il répète ça, toutes les télés, si l'Allemagne n'accepte pas, alors on quittera l'Union européenne. Ou alors il dit, on désobéira au traité, ce qui n'est pas la même chose d'ailleurs, et qui est un peu flou. Parce qu'on va désobéir au traité, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça non plus, il faut être clair, désobéir au traité... Enfin, c'est une impasse. Comment ça, on désobéit au traité? Si nous, on désobéit au traité, qu'est-ce qu'empêche les autres aussi de ne pas obéir au traité? Et à ce moment-là, ça ne sert à rien. Pourquoi vouloir rester dans une structure où on n'obéira plus à ces règles et on va donner la possibilité aux autres aussi de le faire? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette Europe où on prétend à chaque fois nous dire on aime l'Europe, on adore l'Europe, pour, à la fin, on décide à 2 et puis tous les autres, vous la fermez. C'est pire que ce qui s'est jamais passé dans l'histoire européenne. On est revenu, pour moi, c'est Napoléon quand même, je vous le dis. On impose nos règles à tout le reste de l'Europe, et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. D'ailleurs, c'était un peu méprisant. On l'avait remarqué, je vous rappelais dans le débat, quand on avait comparé la Roumanie et compagnie, mais là, c'est pareil, quoi. C'est une espèce de dédain comme ça pour les pays d'Europe. Alors que, voilà, imaginez que vous êtes Danois, Autrichiens,
hein, italien, espagnol, etc. Mais vous vous rendez compte comment vous êtes dénigré comme ça. Et puis Mélenchon a un côté presque anti-allemand des fois, parce que lui, quand il vous dit je vais faire une négociation avec l'Allemagne, hein, moi j'ai l'impression qu'on est en 1870, hein, les négociations, les canons Krupp sont en face, et nous on a les Charles Leclerc. Enfin, vous voyez, on se dit c'est quoi cette négociation? Parce qu'il tient des propos très virulents, très durs. D'ailleurs, même en Allemagne, hein, on parle d'une germanophobie de Mélenchon à leur égard, hein, qui disent mon Dieu, ce monsieur ne nous aime pas trop. Hein. Alors c'est vrai que Mélenchon, il parle, voilà, il tape sur les Allemands. Voilà, les Allemands sont des gens, moi je le pense, assez pragmatiques, hein, le monde germanique. Et bon, je les vois, ils n'aiment pas comme ça, cette arrogance. D'ailleurs, ce qu'ils nous reprochent, à nous Français, ils nous trouvent arrogants. Ils n'ont pas tort des fois, hein, quand même. C'est assez arrogant quand même de venir et dire, bah oui, on va vous imposer, c'est comme ça, vous allez faire ce qu'on vous dit. Et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil, parce que je vois pas comment en plus la France, ça c'est quand même surréaliste, tous ces candidats qui nous disent, bah la France, il faut une Europe, comme ci, comme ci, comme ça. Mais vous avez demandé aux autres s'ils sont d'accord. Est-ce que les Italiens, ils ont envie de ça, je sais pas, les Slovaques, je sais pas, les Polonais, les Hongrois, non, alors ceux-là, ils n'existent même pas. D'ailleurs, c'était même dans le débat, parce qu'à un moment, il parlait de faire l'Europe à deux vitesses, machin, ce qui est en gros le club des riches et le club des pauvres. Hein, on va résumer, mais c'est un peu ça l'Europe à deux vitesses, hein, déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les pays, entre guillemets, les plus riches, France, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, tout ça, Suède, voilà, on formerait un club. Et puis, un espèce de club pour les miteux, on mettrait la Hongrie, la Pologne, tu vois, la Grèce, machin, tous les mauvais élèves. Et après, ils vont vous dire, ah bah, l'unité européenne, la solidarité européenne, ou que je sais quelle enfumerie. Bon, à un moment donné, il faut être clair, quoi. C'est pour ça que moi, je préfère largement une France hors de l'Union européenne, mais qui respecte les autres. Voilà, on n'a pas besoin d'écraser des Hongrois, d'écraser des Grecs, d'écraser des Slovaques. Non, on peut être la France sans avoir à les écraser, les mépriser. C'est même méprisant. Vaut mieux une France au moins indépendante, plutôt qu'une France qui veut imposer sa loi à tout le monde. Et qui, en plus, avec le mépris le plus total, hein, parce que c'est quand même méprisant, je vous dis, pour les autres pays. Mettez-vous 2 secondes à leur place. Hein. Nous, on est en France, voilà, donc on le sait, on pèse dans l'Union européenne, on peut pas faire sans nous, etc. Même si c'est Berlin qui nous donne les ordres, hein, au passage. Mais bon, hein, Paris reste la 2e place. Le reste, on a l'impression qu'il compte pas, quoi. Non, c'est comme on dit, il compte pour du beurre. Donc moi, je trouve, voilà, que ça tient pas. Voilà, on me dit, oui, j'y crois pas, Mélenchon, l'homme de la rupture, c'est comme ça qu'il se présente. Moi, je trouve ça aussi un peu arrogant. Et puis, cette idée qu'on va dire qu'on va imposer nos vues aux autres, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que les autres n'ont pas envie forcément qu'on impose nos vues. D'ailleurs, Mélenchon, qui va arriver quoi avec ses idées marxistes, puis allez voir en Hollande, au Danemark, qu'est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que voilà, les Suédois, on va dire, ah bah, non, vous allez accepter, c'est l'Europe, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais rien n'est moins sûr et rien n'est moins évident qu'ils aient envie de le faire. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir sur le débat de fond. Moi, quand je vois... D'ailleurs, parce qu'au ce moment, je veux dire, on n'est même plus dans le débat de fond, hein, on n'est que dans les insultes et l'invective permanente. J'ai vu Yannick Jadot qui s'est permis de dire oui, cheminade, et Asselineau, ils sont barges. Hein, je trouve ça mais incroyable, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là, Yannick Jadot qui pèse, je ne sais pas, Yannick Jadot, allô? Personne ne sait qui est Yannick Jadot, qui se permet d'insulter quand même ces gens-là, mais même Cheminade, il est plus respectable que Yannick Jadot, je suis désolé, il veut vraiment sortir de l'Union européenne, il a comment dire, une vision par rapport au système financier, etc. C'est depuis 95. Moi, je me souviens de lui, hein, à l'époque, et déjà... il se faisait défoncer, excusez-moi le terme, mais c'est ça dans la presse, où on voulait presque, je me rappelle une scène surréaliste où il a TF1 avec Carrérou à l'époque, où il se fait traiter d'antisémite parce qu'il a osé parler de cancer financier. Et quand il parle de ça, on lui dit « Attention, vous dites cancer financier, ça veut dire quoi? Vous êtes antisémite parce qu'il y a les juifs derrière et parce que... » Bon, on voit bien que là, c'est vraiment chaotique, hein, littéralement. De penser ça. Donc il n'a plus trop d'arguments. Donc voilà, lamentable en tout cas du côté du Parti Socialiste de s'attaquer de cette façon-là aux concurrents, hein, alors qu'eux-mêmes n'ont rien à proposer. D'ailleurs, alors, ce qui va nous inquiéter d'ailleurs, parce que j'ai vu que Hamon, le MEDEF, était plutôt pour son projet de revenu universel. Alors là, on sent vous la sentez venir, j'espère. Parce que si le MEDEF est pour, c'est quoi en gros? Bon, bah, le MEDEF, il va vous dire « Ah bah bien sûr, ah bah attends, moi je suis d'accord, revenu universel. » Mais on va vous flinguer les salaires, on va vous flinguer tout le système social, on va dire, ah ben attendez, il y a le revenu universel.
Donc en gros, tu vas prendre tiens, tu prends ta petite part, et puis, et casse-toi, rentre chez toi, nous fais pas chier, et puis tu la fermes, tu as ton revenu universel. Ce sera vraiment, vraiment la dernière trahison des socialistes, hein. Ils en sont plus à ça près, hein. Vous avez vu Valls qui soutient Macron officiellement au nom de la gauche castor, hein, comme c'est l'expression qui est quand même assez drôle et qui symbolise bien ça, parce qu'ils sont là pour faire barrage. C'est ceux qui disent, on est là pour faire barrage, barrage au FN. Ils n'ont plus que ça, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de proposition, ils n'ont plus rien. Ce sont des castors, on fait barrage, on fait barrage. D'ailleurs, un barrage qui commence de moins en moins à tenir parce que les arguments en plus présentés, toujours attention, j'ai vu Hamon qui nous dit oui, Marine Le Pen, attention, si elle passe, ça va pas rendre le pouvoir. Bon, mais c'est complètement stupide. Moi, je vous le dis très objectivement, je n'y crois pas. Si elle a le pouvoir, qu'elle déconne et que machin, bah, elle sera sanctionnée, elle sera virée par les urnes comme les autres. Et croyez-moi, elle va pas s'accrocher au pouvoir. Celui qui veut s'accrocher au pouvoir, en revanche, c'est Cazeneuve. Parce que j'ai vu un article qui est passé dans le lab d'Europe 1. Ensuite, son entourage s'en est disculpé en disant ah non, 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 il n'avait pas dit ça vraiment, etc. Mais Cazeneuve a expliqué, vous savez que dans la Constitution, il n'y a rien qui l'empêche en fait de rester Premier ministre. Et comme il le dit, je n'ai pas signé ma lettre de démission en blanc. Normalement, c'est la première chose qu'on demande à un ministre. Bon, visiblement, il dit qu'il l'a pas. Certainement, Hollande a dû la déchirer, je sais pas. Mais il n'y a plus sa lettre de démission. Vous savez, quand vous êtes ministre, vous commencez par signer une lettre de démission. Voilà, ça c'est le principe du protocole. Comme ça, c'est pour ça que, voilà, on vous vire quand on veut, hein, après. Et Cazeneuve, il nous explique que non, il n'a pas cette lettre-là, et puis que si c'est Marine Le Pen, bah, je resterai quand même en place. Et après, c'est eux qui vont nous dire « Ah bah oui, à ma parole le pouvoir !» Ah bah pour le moment, on ne sait pas. Mais c'est quand même extraordinaire. Et c'est comme, voilà, je vous dis, ce Manuel Valls qui soutient Macron, mais il aurait dû être viré du Parti Socialiste immédiatement. Ah non, 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 on a Cambadélis, c'est le secrétaire général du parti, hein, cet ancien trotskiste, voilà, lambertiste, qui va vous expliquer, hein, qui a tout un tas de théories fumeuses, qui avait dit oui, ceux qui soutiennent Macron, je les vire. Bon, il a redescendu, hein, il a redégonflé, hein, c'est comme le soufflé, hein, ça monte beaucoup, puis si vous ne le mangez pas tout de suite, ça fait du plat dans l'assiette. Et ben, c'est un peu ça ce qu'on vit au Parti Socialiste en ce moment. Je pense que les partis, de toute façon, Parti Socialiste comme l'UMP, ils sont tellement mal dans cette élection. Ils savent parfaitement que les gens vont les sanctionner, et durablement et sévèrement, qu'ils risquent l'explosion, l'implosion même. Je dis l'explosion, l'implosion. Hein, Hamon, il fait... c'est un peu le radeau de la Méduse, hein, vous savez, tout le monde quitte le navire, il est tout seul à y croire, et, il ose dire aux autres, en plus, rejoignez-moi, rejoignez-moi, il appelle à Jean-Luc Mélenchon, enfin moi je serais Jean-Luc Mélenchon, je dirais, mais ciao Benoît, t'es gentil, mais moi je suis à 15%, t'es à 10%, c'est à moi de me retirer. Ce serait plutôt d'ailleurs dans la logique absolue de ce qu'il prétend défendre, ce sera lui de se retirer, et d'aller rejoindre Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est clairement dans une dynamique, alors que Hamon, il est clairement dans une dynamique régressiste, en tout cas, il est à plat, si j'ose dire. Hein. Parce que voilà, bon, déjà, bon, par rapport à la personne, pour ma part, je pense qu'il manque de charisme, mais c'est pas un critère, hein, parce que Hollande, il a bien été le président, il n'avait aucun charisme non plus, donc le charisme n'est pas un critère absolu, mais c'est surtout qu'il y a un rejet total, rejet de son projet, rejet en plus du gouvernement, qui, faut quand même pas oublier, Hamon était dans le gouvernement Hollande, etc. Comme Macron d'ailleurs. Macron, je trouve ça hallucinant, tout le monde le rejoint, il est avec... Alors lui, c'est le contraire, c'est le cimetière des éléphants, tout le monde vient chez lui, hein, là, ça y va de Robert Hue à Alain Madelin, à Valls et tout, il se récupère tout le monde, Le Drian, etc. Ça ressemble à du n'importe quoi, ça devient la grande auberge espagnole. Vous allez me dire que ces gens-là vont gouverner. C'est-à-dire que Robert Hue, donc, il est sur la même ligne que Alain Madelin. Non, ça ressemble quand même plutôt à un club d'opportunistes, un grand syndicat de placement où chacun va sauver le bateau. On se dit, bah finalement, le seul bateau qui tient encore à peu près l'eau, ça va être peut-être le bateau Macron parce qu'il est tout neuf. Hein, moi, je souhaite que quelqu'un le perce, mais bon, ça, vous voyez, je prends parti, mais largement. Non, mais faut pas déconner, quoi. Et c'est quand même assez ridicule, de ce point de vue-là, en tout cas, de voir tout le monde le rejoindre, tous les médias, toute la journée, tous derrière lui pour nous dire c'est lui qui gagne les débats, c'est lui qui est en tête, c'est lui le meilleur. Je voyais encore un sondage tout à l'heure, on nous disait ah mais non, mais il est le préféré dans les réseaux sociaux, il est adorable.
c'en est fatigant, quoi. Surtout que qui soutient Macron, on voit bien que les gens qui le soutiennent, ils n'ont pas de fond politique, clairement. Ils soutiennent sa personnalité, peut-être bien son physique, les côtés beau gosse, jeune, dynamique. Voilà, on lui prête des qualités personnelles, mais pour moi, il n'y a pas de fond politique. D'ailleurs, Macron, quand vous avez détricoté le fond politique, déjà, il faut comprendre ce qu'il dit, parce qu'il a toujours des phrases qu'on ne comprend pas. C'est un côté, d'ailleurs, moi, dans le genre, je comprends pas, je préfère Jean Lassalle, dans le genre. Moi, il est plus authentique, c'est la terre, il est beaucoup plus authentique, je préfère largement à Jean Lassalle. Mais Macron, j'arrive pas à comprendre, quoi. On ne comprend rien. Voilà, si, j'ai compris qu'il voulait aller vers le fédéralisme européen, ça c'est sûr. Mais après, voilà, c'est l'homme des banques, c'est l'homme qui nie la France, hein, celui qui nie réellement la France, hein, puisque voilà, il vous explique, la culture française n'existe pas, d'ailleurs, voilà, il est incapable de situer la Guyane, bon, c'est lamentable tout ça, c'est très très lamentable. C'est pour ça que cette campagne, on a assisté, vraiment, ça a été, c'est un peu Game of Thrones, et c'est pas fini. Donc il y a le débat mardi, tout le monde attend sur sa chaise, moi aussi le premier, parce qu'on va avoir les fameuses confrontations que tout le monde attend, et en particulier le trublion Asselineau, l'homme de l'Internet qui va les déboulonner tous sur l'Union européenne. On attend les réponses en face. Alors, bon, on voit un peu les stratégies qui sont emmenées, hein, quand il y a Mélenchon qui le traite de fasciste. Les gars, là, je m'adresse aux mélenchonistes, aux extrêmes gauchistes, parce qu'il y en a qui nous regardent aussi. Et franchement, faut arrêter ce discours-là, hein, traiter les autres de fascistes continuellement, ça ne prend plus, hein, et ça prendra de moins en moins. Vous allez voir, regardez, ça fait 20 ans qu'on traite le Front National, c'est des racistes, ils sont à 25% aujourd'hui, donc ça ne prend plus. Et voilà, ils vont faire la même chose avec l'UPR, complotiste, voilà. S'ils se sortent de ces arguments-là, par contre, ils perdront. Hein, je vous le dis, moi, je vous le dis, ça prend encore, hein, dans leur petit milieu là, de médiatico-politique. Mais je pense que là, il y a beaucoup de gens qui sont sortis, hein, de ce carcan-là, parce qu'on sait très bien ce qui se passe, et que ce n'est pas, comment dire, il y a des réalités politiques qui font que quand on parle de complotisme concernant l'Union européenne ou quoi, on le sait, celui qui va se renseigner et qui veut dire que l'Union européenne n'est pas une création américaine, franchement, ça va être difficile. L'ancien ambassadeur américain en Allemagne l'a dit lui-même. Il ne faut pas oublier que la construction européenne est une création américaine. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien ambassadeur américain en Allemagne. C'est comme ça. Et ça, il y en a des tas et des tas de documents, des tas de livres. Et aujourd'hui, les gens le savent. On n'est plus il y a 30 ans, hein. On n'est plus dans les années 80. C'est terminé. Aujourd'hui, vous allez googliser en 3 secondes, vous allez trouver tout un tas d'informations là-dessus. Ah, ça dérange. Hein. C'est pour ça qu'on dit Internet. Ah oui, Internet, Dieu merci, il y a Internet. Moi, c'est ça que je dirais. Voilà. Alors, je crois qu'on va faire la pause en plus. Waouh, c'est encore passé vite, mais à chaque fois, c'est des vortex, j'arrive pas à y croire. C'est comme ça. On fait la pause, et puis on revient juste après sur Métain.tv.